l'Empire romain à son apogée, Rome, la capitale, a 1 million d'habitants. C'est une grosse ville, c'est la plus grosse du monde à l'époque. 3 siècles plus tard, Rome a 15 000 habitants. Donc c'est une idée qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui, de dire qu'une ville peut avoir une décroissance terrible. Tout change avec la révolution industrielle, avec le productivisme. Les villes qui se développent sans plan préconçu. Donc l'histoire urbaine n'est pas logique. La loi de la contre-productivité qui explique que passé un certain seuil, certaines institutions se retournent contre leurs idéaux fondateurs. L'école désapprend, l'hôpital rend malade, les transports nous ralentissent. Toute la terre est urbanisée. Et donc je ne suis plus d'accord avec les statistiques qui disent on est 34% de ruraux, ensuite 45%. Non, on est 100% d'urbains. Aujourd'hui, nous allons parler de la démesure des villes. Plus de la moitié de la population mondiale est urbaine et les projections montrent que la population urbaine et la taille des villes vont continuer de s'agrandir très rapidement. Et depuis quelques décennies, nous voyons que cette taille des villes a dépassé un certain seuil critique qui les rend insoutenables. Face à ce constat, devons-nous réduire la taille des villes? Et si oui, de combien? Quel est ce seuil critique à partir duquel les effets positifs de la ville deviennent contre-productifs? En d'autres mots, existe-t-il une taille idéale de ville? Vous êtes sur le podcast Circulaire Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme des villes et des sociétés et de leurs impacts socio-écologiques. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Pacaud. Thierry Pacaud est philosophe et urbaniste. Il propose de regarder vers le passé pour rechercher des alternatives viables afin de mieux habiter la Terre aujourd'hui. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Mesure et démesure des villes. Dans cet épisode, nous allons parler de l'histoire mal connue et mouvementée de la croissance et la décroissance des villes. Avant 1800, il y a 4 villes qui ont pu dépasser le million d'habitants. C'est Rome, Constantinople, c'est Bagdad et Xi'an en Chine. Et ces villes connaissent un déclin. Du fait que l'urbanisation est aujourd'hui partout et peut-être hors de contrôle. Avec le chemin de fer, les villes de stock deviennent des villes de flux. Tout circule. Les rumeurs, les capitaux, le sexe, les matières premières, tout circule. Et donc du coup, personne ne contrôle vraiment. Et des visions alternatives de ce à quoi pourraient ressembler les villes de demain ainsi que de leur taille idéale. Quelle est ma position par rapport aux années à venir? Eh bien, je crois que la première, c'est de dire qu'il faut décroître. Bonjour Thierry Pacaud. Bonjour Aristide. Merci beaucoup de prendre ce temps. Comme je disais en amont, je suis super content de parler de cette question qui taraude plein d'esprit, cette question de taille des villes. On a toujours pensé qu'il existe peut-être quelque chose de juste, quelque chose de pas trop grand, pas trop petit, mais qu'on n'a jamais mis le doigt dessus. On a vu que dans votre livre, il y a plein d'études historiques qui essayent de tracer, de proposer et d'explorer ce que pourrait être la ville idéale. Peut-être avant de parler de cette fameuse taille idéale, on pourrait dire pourquoi aujourd'hui on est dans cette démesure, on n'est pas dans cette taille idéale. Tout d'abord, il faut se rendre compte que l'apparition des villes est assez récente. C'est 3500 ans avant notre ère. Donc 3500 plus 2025, voilà, ça fait petit, c'est une petite période, et on pourrait se poser la question, il faudrait se la poser, et si la Terre n'était pas urbaine, est-ce qu'on vivrait mieux, et comment vivrions-nous? Et quels seraient les rapports entre les humains et les non-humains, puisque maintenant on pose cette question qui est assez récente. Alors, moi j'ai regardé simplement le phénomène urbain, et j'ai constaté, à la suite d'archéologues, de préhistoriens, et puis d'historiens et de géographes, que les villes apparaissaient dans les vallées fluviales. Donc, on a un peu hâtivement considéré que les villes naissaient de l'agriculture, parce que c'était dans ces vallées fluviales où on a domestiqué certaines plantes, en particulier les céréales, et certains animaux. Et donc, du coup, cette agriculture qui, en gros, a 10 000 ans, donc elle est plus ancienne que le phénomène urbain, permettait de dégager un surplus agricole, donc une certaine richesse, qui a pu, tout ça est encore au conditionnel, qui a pu financer et entretenir des classes sociales qui n'existaient pas dans les sociétés rurales, à savoir les guerriers, les prêtres et les marchands.
Et puis toute une myriade de petits boulots tout autour pour permettre à ces trois catégories-là de faire leur se déployer, de ouais. travailler. Donc on en était là, et puis d'autres historiens ont dit non, c'est pas l'agriculture qui a provoqué la naissance des villes, c'est plutôt le commerce. Je pense à un historien belge qu'on ne dit plus malheureusement, qui est Henri Pirenne, qui avait dit ça, et en disant la ville est la fille du commerce. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des échanges, et pour qu'il y ait des échanges, il fallait qu'il y ait des voies de communication. Donc il fallait qu'il y ait des voies fluviales, des voies maritimes et des voies terrestres. Et donc il avait constaté que ces villes, ces premières villes de l'histoire du monde, étaient bien sûr dans les vallées fluviales, bien sûr liées à des zones agricoles, mais en même temps étaient au croisement de voies de communication. Donc, bien souvent, même, il y avait un marché qu'on appelle bazar, souk, etc. Du reste, dans certaines langues, le mot marché est devenu le mot ville. Bon, ben, c'est des langues qui ont disparu maintenant, mais donc il y avait bien une idée intéressante à ça. Et puis ensuite, d'autres théoriciens ont dit, ben, c'est les deux. Je pense à Eugène Jacobs, qui avait dit, ben, oui, il y a une dimension économique des villes pour qu'il y ait... Alors, ça nous laisse dans un certain flou qui moi me désespère pas du tout, parce que je pense que la connaissance n'est pas toujours liée à une rationalisation, mais il y a bien de l'inattendu qui surgit, des choses auxquelles on pense pas, qui viennent réorienter le cours de l'histoire, et donc c'est pas gênant pour moi si on n'a pas une certitude définitive là-dessus. Alors j'ai publié récemment un texte de Lewis Mumford de 1955, qui a été publié en 56 lors d'un grand colloque autour de l'œuvre de George Perkins Marsh, qui en 1864 avait publié un ouvrage majeur qui s'appelle Homme et Nature, Man and Nature, qui malheureusement n'est pas traduit en français, où il expliquait, ce qui était assez culotté, que c'était les humains qui transformaient la géographie, et donc l'écologie. Donc c'est une idée précurseuse, d'une certaine manière. Et donc il y a eu ce grand colloque international organisé par Karl Sauer, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la géographie culturelle. Et Lewis Mumford a écrit un texte qui s'appelle Histoire naturelle de l'urbanisation, que Martin Pacour-Méfis a traduit et que j'ai commenté longuement dans ce petit livre qui est sorti au PUF il y a 2 ans, et un an même, pardon, et qui est tout à fait passionnant. Dans mon commentaire, j'actualise les sources, parce qu'évidemment, en 55, Lewis Mumford, qui est un homme, qui est un autodidacte, mais qui est un homme très cultivé et très curieux de tout, mobilise une littérature pour historiens, etc., magnifique, mais bon, forcément datée. Et en fait, même si je actualise tous ces éléments-là, la dynamique est la même. D'une certaine façon, ça corrige pas grand-chose à ces propos. Il y a cette idée que les villes vont se développer en marchant sur 2 jambes. L'une qui est le pouvoir. Donc la question du pouvoir est essentielle, mais évidemment, elle va être liée aux religieux, à l'économie, etc. Et puis l'autre élément, c'est la démographie. Si l'on regarde les premières villes du monde, dans les bassins fluviaux, que ce soit l'Indus, que ce soit la Mésopotamie, que ce soit le Tigre ou l'Euphrate, ou que ce soit le Nil, on s'aperçoit que ce sont des villes, à notre image à nous, et selon nos statistiques, de taille moyenne et petite. Et ce sont des villes-États. Et il y a des cités-États qui se construisent et puis qui vont être en rivalité avec d'autres, d'où des guerres, des conflits, etc. Et puis des formes de colonisation, etc. Et puis, dans d'autres cas de figure, vraiment des alliances. Bon, et ça favorise un moment de paix où là, il y aura peut-être une plus grande production de richesses et une nette amélioration culturelle de la ville, dans ce cas-là. Petite parenthèse, une ville moyenne ou petite de cette époque-là, c'est combien de personnes? C'est 2000 à 3000 habitants. Alors les grosses villes, je pense à Jéricho et surtout à Babylone, alors là les statistiques varient parce que on n'a pas trop d'éléments pour les construire. Ça peut arriver jusqu'à 30 000, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc ce sont des petites villes-États qui, en même temps, se subordonnent les campagnes environnantes qui viennent les alimenter. En bien, évidemment, pour se nourrir, tout simplement. Donc, on voit que c'est des schémas assez simples et assez fragiles en même temps.
Et paradoxalement, ces petites villes-là, avec ces 3 catégories sociales qui n'existaient pas ailleurs, vont produire aussi de la connaissance, vont produire de l'art, vont produire de la réflexion, et c'est là où va naître, par exemple, presque en même temps que les villes, naît l'écriture. Bon, donc ça c'est pas rien. Et l'écriture, contrairement à ce que j'aurais aimé, c'est pas pour écrire des lettres d'amour, c'est pour la comptabilité. C'est une écriture comptable pour voir quelle est la production de maïs, de riz, de blé, etc. Sur pied. Ensuite, on les stocke et ensuite on les impose. C'est comme ça que ces villes-États vivent. Ils vivent de l'impôt, de l'imposition, et puis entretient du coup une armée, des fonctionnaires, etc. Et les fonctionnaires, eux, ont des missions parfois excessivement précises. Par exemple, le contrôle de l'eau. Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait une agriculture, il faut qu'il y ait de l'eau. Et puis les fleuves, évidemment, ont des crues. Ils ont aussi des moments où ils sont à sec, etc. Donc il y a vraiment une sorte d'administration de l'eau. Il y a même un auteur allemand, Wittfogel, qui a écrit un grand livre qui est maintenant contesté, qui s'appelait justement Le despotisme oriental, où il expliquait toute l'histoire de l'Égypte pharaonique par le contrôle de l'eau et la redistribution de l'eau, ce qui n'est pas rien, évidemment. Alors, ces villes, donc, peuvent vivre 100 ans, 1000 ans, 1500 ans, et puis ensuite disparaître. Elles disparaissent pas vraiment, elles s'estompent, et pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles ont 300 habitants, mais on a très peu d'exemples de villes qui ont totalement disparu. Elles s'estompent à cause d'une guerre, d'une maladie, voilà, de plein de choses. Ouais. Une épidémie, une guerre, une conquête. Elles peuvent plus s'alimenter en esclaves. Voilà, donc comme on peut en connaître nous dans certaines zones industrielles qui se désindustrialisent, et qui périclitent et qui tombent en déshérence. Là c'est la même chose, sauf que c'est pas à cause de l'industrie qui s'efface, c'est pas Détroit, mais c'est à cause de plusieurs facteurs. Alors, l'épidémie est très importante, faut pas non plus l'oublier. Évidemment, les historiens connaissent mieux, les historiens occidentaux connaissent mieux les grandes périodes de peste, parce que ça a été assez bien documenté, puis c'est des périodes assez récentes. Donc il y avait des témoins, il y avait des médecins qui prenaient des notes, etc. Tandis que là, c'est des maladies qui parfois ont même totalement disparu, que seules les fouilles de sites archéologiques révèlent. Parce qu'ils s'aperçoivent que tous les gens, ils découvrent, par exemple, ce qu'on pourrait appeler un cimetière, il y a plein de tombes, et là, ils examinent les restes, et ils s'aperçoivent que tous ces gens-là, jeunes et vieux, sont morts, pratiquement certainement au même moment, de quelque chose qui ne peut être qu'une maladie fatale. Alors, ce processus d'urbanisation que Lewis Mumford analyse vient se transformer au fur et à mesure où, et c'est l'idée du pouvoir, où un pouvoir souhaite être beaucoup plus absolu et plus important que ce qu'il est, et cherche à créer un empire. Et donc là, on change d'échelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, on quitte, je vais prendre un exemple très simple, on quitte les cités-États grecs et on entre dans l'Empire romain, qui quand même s'étend de la Mongolie jusqu'à l'Irlande, donc c'est considérable. Et tout individu peut être membre de l'Empire romain, même s'il ne parle pas latin, c'est pas un problème. Tandis que dans d'autres cités, je ne peux y être que si je suis athénien. Sinon, je ne peux pas habiter Athènes. Et même Aristote, qui est aujourd'hui considéré comme un philosophe grec, devait payer un impôt spécial pour pouvoir enseigner en tant qu'étranger dans cette cité-État d'Athènes, où, ne l'oublions pas, la moitié de la population est esclave. Donc il y a aussi là des choses tout à fait inhabituelles, et heureusement pour nous, dans nos peuples d'aujourd'hui, où les mégalopoles de 30 à 40 millions d'habitants, il y a certainement des populations précarisées et des populations subordonnées à d'autres,
qu'on pourrait plus ou moins identifier à des esclaves, mais ce n'est pas l'esclavage de l'époque grecque, évidemment. Mais c'est effectivement, ils sont dépendants d'un patron qui respecte aucune réglementation, etc., etc. Donc, mais c'est par facilité qu'on appelle ça esclave. En fait, c'est une sorte de lumpenprolétariat ou de catégorie sociale privée de tout droit. Bon, voilà, on est dans une autre logique, j'allais dire. Alors, l'Empire romain, ça c'est très intéressant, est gigantesque, et donc il a aussi une énorme production agricole. Et c'est par cette production agricole et par la comptabilité du port de Rome qu'on sait à peu près quelle était la population de Rome à son apogée, parce que on avait compté l'entrée du blé qui venait d'Égypte. Et avec ce blé, on le transformait en pain. Voilà, il faut tant de tonnes de blé permet de fabriquer tant de pain, et tant de pain correspondent à tant d'habitants. Et donc, j'ai trouvé, dans le livre, je le mentionne, des chiffres assez extravagants de grands spécialistes, hein, mais pas au même moment, qui donc ne disposaient pas des mêmes sources, et qui disaient, voilà, l'Empire romain à son apogée, Rome, la capitale, a 1 million d'habitants, d'autres 1,8 million, d'autres 2,2 millions. Bon, alors, moi je reste, comme c'est pas mon job d'être un historien, je vais pas contester ça. Je dis voilà, c'est une grosse ville, c'est la plus grosse du monde à l'époque. Il y en a pas d'autres qui peuvent prétendre à être millionnaires. Et c'est considérable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que trois siècles plus tard, Rome a 15 000 habitants. Donc c'est une idée qu'on n'a pas, nous, au monde aujourd'hui, de dire qu'une ville peut avoir une décroissance terrible, mais au même endroit. Et puis renaître progressivement. Aujourd'hui, Rome, le grand Rome, avec toutes ses banlieues, c'est 3 millions d'habitants. Donc c'est pas non plus rien. Mais proportionnellement à la Rome de l'Empire romain, ça reste très modeste. Alors, à cette époque-là, ça c'est des travaux d'historiens très importants. Je pense à Paul Béroc, que je mobilise beaucoup dans mon livre. Paul Béroc est un économiste belge, mais qui a fait sa carrière à Genève. Et il a écrit un très grand livre qui s'appelle « De Jéricho à Mexico ». Je pense que le titre n'est pas de lui, c'était pour que ce soit euphonique, hein, et qu'on visualise bien qu'on part de l'Antiquité jusqu'aux temps les plus récents, qui est sorti en 1985, précisément, ça pas de chance, l'année où Mexico est détruit par un tremblement de terre. Bon, et là, il dit, il y a 4 villes dans toute l'histoire de l'humanité qui a une population qui a pu dépasser ou avoisiner le 1 million d'habitants. Et ces 4 villes, c'est Rome, c'est Constantinople, c'est Bagdad et Xi'an en Chine. Et ça, c'est avant 1800. Donc, là, c'est très très clair, il le dit pas en ces termes, mais l'histoire courte des villes rencontre un phénomène massif pour 4 villes seulement, qui sont des villes qui ont une audience internationale, culturelle excessivement importante. Bagdad, au 8e siècle, c'est l'université, c'est les premiers hôpitaux, c'est le premier zoo, enfin des choses, c'est des choses, une architecture, une découverte de l'astronomie, bon, tout ça, c'est absolument, de la médecine, enfin, c'est absolument passionnant. Bon, Constantinople de même, enfin, et ces villes connaissent un déclin, et tout change avec, alors, ce qu'on a longtemps appelé la révolution industrielle, expression qu'on n'utilise plus du tout, hein, comme vous le savez, les historiens s'accordent maintenant pour dire que c'est pas une révolution dans le sens où c'est pas une transformation rapide et définitive, mais c'est plutôt un processus assez long et assez chahuté qu'on appelle plutôt l'industrialisation ou qu'on appelle le productivisme. Donc je préfère productivisme maintenant. Alors donc le productivisme, il apparaît dans ses prémices, j'allais dire, au XIVe siècle. Et là encore, c'est Lewis Mumford qui nous éveille à cette compréhension quand, dans son livre Technique et civilisation, publié en 1934, traduit en 51 en français, Lewis Mumford dit ce n'est pas la machine à vapeur qui est la machine type de la révolution industrielle, on parlait encore de révolution industrielle à ce moment-là, c'est l'horloge mécanique. Et l'horloge mécanique, c'est le rapport au temps. Et donc tout d'un coup, on va rentabiliser le temps. Donc ça veut dire que là, c'est au niveau de la perception temporelle et du lien entre
un déroulement chronologique et une production de richesse qui va être essentielle, avec des débats théologiques très importants. Est-ce qu'on peut s'enrichir en prêtant du temps qui appartient à Dieu? Et donc, c'est les travaux de Thomas d'Aquin, mais dans le Coran, c'est la même chose. Il y a une sourate qui s'appelle la sourate de la vache, qui explique qu'on ne peut pas s'enrichir sur quelque chose qui appartient à Dieu. Et donc, on a du mal à comprendre tout ça, nous, aujourd'hui, parce que le temps et l'espace n'appartiennent pas aux humains. Dans la plupart des cultures de cette époque, c'est totalement imbibé de religiosité ou de mythologie, et donc ça. Il y a un grand livre de Zumthor sur la notion d'espace au Moyen Âge. La terre appartient aux seigneurs et aux évêques, elle n'appartient pas à un individu. Donc il faut arriver jusqu'à la Révolution française pour que là, effectivement, la propriété privée soit sanctifiée par la Déclaration des droits de l'homme. Bon, donc c'est un très long processus. Et donc l'invention de l'horloge mécanique, c'est une modification de notre rapport au temps et à la richesse. Et ça prend des années, bien sûr. C'est le raconter comme ça, on va dire voilà. Non. Les horloges mécaniques sont diffusées d'abord. Il faut les réparer. C'est très très fragile par rapport au vent, par rapport à l'humidité, etc. Puis il y a des procédés techniques qui sont améliorés de siècle en siècle. Mais l'horloge mécanique, elle est portée par les cisterciens. Et les cisterciens ont des abbayes qui vont de la Hongrie au Portugal. Donc ça montre aussi une importance majeure dans la diffusion de cette idée-là et l'organisation du temps en 24 heures. Donc ça, c'est quelque chose que Lewis Mumford a très bien analysé, et depuis, ça a été repris par beaucoup d'historiens. Je pense à Jacques Langhoff, qui a fait un texte absolument splendide, très court, mais magnifique, sur le temps de l'Église et le temps des marchands. Et donc, il montrait qu'il y avait une rivalité entre l'horloge de l'Église qui se manifestait avec la liturgie, et puis l'horloge du beffroi d'une guilde ou d'une corporation qui était tout autre, évidemment. Donc ce conflit, on connaît l'issue, c'est le temps des marchands qui l'a emporté. Bon, et donc du coup là, avec le temps des marchands, c'est pas seulement l'horloge physiquement visible, c'est aussi l'horloge dans les logements, puis ensuite au bracelet montre de chacun, ça il faut attendre la fin du 19e, mais donc on est quand même tout d'un coup imbibé par cette idéologie du temps. Et je crois que c'est très important, du moins dans mes réflexions à moi, c'est très important parce que je ne peux plus penser les territorialités sans les temporalités. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc il y a 4 villes qui sont millionnaires, jusqu'au moment où il y a cette rupture très importante qui est mondiale, qui n'est pas systématiquement partout au monde, mais qui est mondiale au sens où elle concerne d'autres continents et d'autres petites enclaves qu'on appelle des comptoirs marchands, qu'on peut appeler des colonisations, etc., dès le XVIe siècle. Et donc il y a une mise à l'heure qui s'effectue par le biais de l'économie. Et évidemment, ce qui va renforcer comment on pourra dire, cette correspondance des temps, eh bien, c'est le transport ferroviaire. Là, l'invention du train est quelque chose qui va imposer une homogénéisation du temps à l'échelle mondiale afin d'assurer les correspondances entre les bateaux, les bacs et puis les différents trains. Bon, en 1891, en France, l'heure est la même à Marseille ou à Strasbourg ou à Alger, parce que l'Algérie faisait partie de la France métropolitaine, pas les autres colonies. C'est la seule colonie de peuplement. Et en 1911, c'est Greenwich, et donc c'est une heure mondiale, avec des fuseaux horaires et donc des décalages horaires, etc. Et donc là, on entre dans quelque chose qui permet toutes les formes de comparaison possibles. Alors, ce productivisme, il va modifier, avec le chemin de fer, l'organisation territoriale. Parce que le train peut transporter des travailleurs, des matières premières,
des sources d'énergie et donc reconfigurer totalement un territoire. Donc finalement, du reste, ça a été le cas. On va créer des cités ouvrières, d'abord sur, c'est ce qu'on appelle la proto-industrie, c'est-à-dire d'abord dans les campagnes, puisque c'est là où il y a les matières premières, les sources d'énergie et la main-d'œuvre disponible à la morte saison. Mais très très rapidement, on va avoir un grand chambardement de tout ça, qui va modifier évidemment la géographie économique, qui elle-même ne va pas perdurer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un vaste monopoly. Les grandes firmes multinationales délocalisent, relocalisent, etc. Bon. Et donc ça change évidemment la taille des villes, bien sûr. Petite pause avant la prochaine partie. Ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Donc cette question de pouvoir, je pense que c'est ce que je retiens le plus là-dedans parce que c'est ce qui fait fluctuer la démographie et que cette fluctuation de démographie et donc de pouvoir résulte également un peu de cette question économique. Est-ce que l'économie est primaire? Est-ce qu'elle est secondaire? Est-ce qu'elle est tertiaire? Et toutes ces fluctuations-là, on les voit aujourd'hui. Et surtout, ce n'est pas forcément quelque chose de voulu ou d'organisé. La croissance et la décroissance, c'est un peu un métaphénomène qu'on subit nous-mêmes plutôt que on est aux manettes, quoi, non? Oui. Alors là, maintenant, on le sait parce qu'il y a une nouvelle génération d'historiens. Je pense à Bonneuil, à Jarige, etc., qui nous expliquent que, par exemple, la machine à vapeur, puisque c'était la machine à vapeur, beaucoup de patrons ont hésité à l'acquérir parce qu'il y avait des explosions, parce qu'il y avait des revendications de voisinage à cause du bruit, à cause de la fumée, etc. Bon, il y avait plein de désagréments. Donc, on a raconté un peu l'épopée joyeuse et triomphante de l'industrie, mais cette industrie, en fait, était chaotique et n'était pas un long fleuve tranquille. Bon, du reste, on sait maintenant que la mécanisation commence par l'agriculture, donc par ce que vous avez appelé la primaire, et donc c'est dans un second temps où les manufactures deviennent des usines, bon, et peuvent du coup se délocaliser. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays anciennement industriels, ils sont désindustrialisés et on ne sait pas trop ce qu'ils produisent. Ils vivent des services, et du commerce et puis des retraites de leur population vieillissante. Bon, donc on est dans un autre cas de figure. Et à mon avis, ça va jouer sur la taille des villes, nécessairement. Alors, à cette époque-là, le pouvoir économique se traduit aussi par un pouvoir culturel qui fait que plus la grande ville est importante, plus elle peut concentrer les formes, les manifestations de ses prouesses techniques et artistiques. Alors évidemment, Athènes avait aussi ses penseurs et ses peintres, alors que c'était une ville petite. On considère qu'à son apogée, Athènes, avec tous ces champs, ces villages aux alentours, c'est 200 000 habitants. Mais c'est 30 000 citoyens. Donc il y a 30 000 personnes, à dire vrai, qui ont le droit de parole et le droit de vote. Ça n'a pas empêché Florence, à l'époque de Laurent le Magnifique, d'être une ville d'artistes, peintres, enfin de sculpteurs, d'inventeurs absolument extraordinaires. Mais on n'est plus dans le même cas de figure. C'est-à-dire que là, du coup, on est dans des villes millionnaires où l'on est persuadé que c'est là où ça va se faire. Parce que c'est là où il y aura une stimulation importante, parce qu'il y aura un marché de l'art. Bon. Et c'est pas faux, bien sûr. Mais avec les réseaux et la dématérialisation de l'économie artistique, ceci est en train d'être battu en brèche. Ça perd du terrain, précisément. Et moi, je connais pas mal d'artistes français qui sont non plus représentés par des agences ou des galéristes qui seraient au quartier latin ou à Saint-Germain-des-Prés à Paris, mais des galéristes qui sont sur le site Internet et qui sont peut-être dans la Silicon Valley ou à Tokyo. Enfin bon. Donc là, alors c'est des prises de mesure, mais je les garde pour tout à l'heure parce que c'est sur les formes actuelles de l'urbanisation.
Avec le productivisme, vous avez absolument raison, les villes qui se développent sans plan préconçu. Parce que Peugeot, qui commence à faire des outils d'abord, et puis ensuite il va faire tous les arceaux des crinolines, qui est une mode terrible, parce que c'est pas très commode, ces espèces de grands abat-jours dans lesquels les femmes se mettaient. Bon, c'est avant le cycle et puis avant l'automobile. Bon, mais Peugeot n'avait pas un plan préconçu. Évidemment, il n'avait pas dit on va s'enrichir sur les bagnoles, alors que l'automobile n'existait pas. Donc ça se fait. Et donc du coup, Peugeot va progressivement s'inscrire dans son territoire, Sochaux, Montbéliard, puis voilà progressivement comme Michelin à Clermont-Ferrand. Bon, et après, on peut se demander si c'est du reste le cas, pourquoi là plutôt qu'ailleurs? Et ils vont ailleurs parce qu'ailleurs c'est moins cher pour les coûts de travail, par exemple. Bon. Donc l'histoire urbaine, vous avez raison de le signaler, n'est pas logique. Après tout, quand on y réfléchit bien, Oxford et Cambridge, deux universités prestigieuses, les deux premières en Angleterre, c'est deux petites villes. Et ça perdure. Bon, tandis qu'ailleurs, on pourrait croire, au contraire, il faut vraiment, pour être dans le classement de Shanghai, il faut être une énorme université avec beaucoup de prix Nobel, avec beaucoup de labos, etc. Non, il y a là aussi une diversité de formes, et ça, je pense que c'est excessivement important, mais ça se décide pas. Un président ou je sais pas qui voudrait faire un Oxford en France pourrait très bien rater. C'est rétrospectif, c'est très difficilement. Du reste, on peut dire que Orsay, Marne-la-Vallée et Aubervilliers, c'est pas Oxford, hein, malheureusement, c'est un ratage technocratique total. Bon, parce que ça n'a aucun rapport avec les territoires, et donc tout le monde est contraint au déplacement. Les étudiants viennent d'ailleurs, les enseignants viennent d'ailleurs. Voilà, donc on ne crée pas un campus. Le campus à l'américaine, c'est autre chose, c'est une autre logique. Est-ce qu'il peut perdurer aujourd'hui aux États-Unis de la même manière? Je pense que non, mais n'empêche que c'est une histoire très particulière de la territorialité. Et donc, ce qui va changer avec le chemin de fer et le commerce des grands magasins, etc., un certain nombre d'équipements urbains, avec l'électricité par la suite, c'est que les villes de villes de stock deviennent des villes de flux. Ça, c'est très très important, c'est que on ne stocke plus des religieux dans une ville épiscopale, des militaires dans une ville de garnison. Non, on est dans des flux, tout circule, 24 heures sur 24. Et ceci dès la fin du 19e siècle, même dès le Second Empire pour Paris, tout circule. Hein, les rumeurs, les capitaux, le sexe, les matières premières, tout circule. Et donc du coup, personne ne contrôle vraiment. Même Haussmann ne contrôlait pas grand-chose. Bon, il a impulsé des choses, ça c'est autre chose. Il canalisait peut-être, mais en tout cas, il contrôlait pas. Et du reste, Zola, qui est un remarquable observateur de la réalité du Second Empire, dans La Curée, puisqu'il y a un volume entier consacré aux travaux haussmanniens, montre bien que la spéculation, elle est incontrôlable. Mais ça va dans le même sens que les intentions du préfet. Voilà, mais c'est plus une coïncidence qu'une chose. Aujourd'hui, on se trouve un peu dans le paroxysme de ça, c'est-à-dire que si on pousse ce raisonnement jusqu'à l'ultime, on voit que vraiment on est à des nouvelles configurations au point où on dit que la planète est urbaine, plus de 50% de personnes habitent en ville. Vous avez écrit dans le livre, plus de 200 000 personnes se rajoutent dans des villes chaque heure. Au fait, on ne savait pas qu'il y avait une limite, mais on sait maintenant qu'on l'a dépassée. Absolument. C'est quoi ce monde-ci? Alors, en fait, moi je développe l'idée depuis longtemps, et c'est présent dans les titres même de mes livres. Il y a eu un moment donné, dans la fin du XXe siècle, les géographes, principalement, mais pas seulement, considéraient que, un peu à l'image d'une simplification de la géopolitique, évidemment, pensaient qu'il y avait trois types de villes. Les villes du bloc soviétique, planifiées, organisées, après on s'est aperçu que ça marchait pas si bien que ça. Les villes des capitalistes, donc du libéralisme, et puis les villes du tiers-monde,
qui était né de la colonisation, en gros, faut pas non plus l'oublier. Et en fait, c'est faux. Donc, en 1996, pour la deuxième rencontre internationale d'Habitat, qui est une officine des Nations Unies consacrant toute sa réflexion à la population et à son habitat, d'où son titre, avait eu sa première réunion à Vancouver en 1976, donc 20 ans plus tard quand même à Istanbul, et 20 ans plus tard à Quito en 2016. Bon, donc c'est des moments importants parce que c'est là où se rencontrent tous ceux qui sont les technocrates, les décideurs des villes, parfois malgré eux, d'une certaine manière. Et moi, pour 96, je publie un ouvrage qui s'appelle Le monde des villes. Alors déjà, c'est pour dire qu'il n'y a pas trois types de villes, il y a un monde qui a des villes, et puis j'essaie de traiter, avec des co-auteurs évidemment, de traiter aussi bien l'écologie, la fête en ville, les religions en ville, bon, voilà. Et je serais prétentieux de dire que le livre a un petit peu entraîné une réflexion sur cette tripartition et qu'on a totalement abandonnée parce qu'on a découvert du tiers-monde dans le premier monde, des pauvres, et puis on a découvert des gens très très riches, des milliardaires dans le tiers-monde, donc qui vivaient comme leurs homologues californiens ou new-yorkais. Donc du coup, on pouvait plus vraiment dire ça c'est du tiers-monde, ça c'est du bloc soviétique, qui lui-même était en train de se délabrer. Bon, bref, quelque temps plus tard, en 2005, je publie Terre urbaine. Donc là, la position est très claire, c'est que toute la Terre est urbanisée. Et donc, je ne suis plus d'accord avec les statistiques qui disent on est 34% de ruraux, ensuite 45%. Non, on est 100% d'urbains. C'est l'urbanocène. Voilà. Mais on n'est pas forcément des citadins. Voilà, la distinction. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que l'urbain peut être dans une zone que l'on considérerait avant comme étant rurale, mais il vit comme un urbain, dans ses exigences. Il veut le ramassage des ordures ménagères, il veut un éclairage des rues, comme un urbain dans son mode de vie. Un supermarché. Voilà, il va à la supérette, et puis il va prendre un bain de ville de temps en temps pour voir un film et puis manger une pizza après. Alors cette ville, c'est la ville régionale, c'est Montpellier, bon, etc. Ce qui fait que un paysan malien, quand j'écris ça en 2005, un chauffeur de car en Inde qui est toujours sur les routes, ou un éleveur de chevaux en Argentine, ont les mêmes revendications, ont les mêmes attentes. Voilà. Et donc du coup, leur dire on va vous donner des vélos. Non, eux, ils veulent des scooters, et des camionnettes. Enfin bon. Alors c'est là où j'ai eu l'idée, j'avais eu l'idée en 90, quand j'avais publié Homo Urbanus, c'est-à-dire que j'avais inventé ce personnage qui est l'être urbain et qui surgissait en Occident dans les villes italiennes du 15e, 16e siècle. Et c'était pas par hasard parce que c'était au même moment où l'héritage, le nom de famille, la signature, le testament, le journal intime, l'autoportrait, le portrait apparaissaient. Alors, il y avait bien là quelque chose qui se passait. Et puis j'étais très content de ma formule, qui n'a pas du tout été reprise par personne. Il y avait plein d'homos, si je puis dire, à l'époque. Il y avait Homo academicus, Homo soviéticus, Carrère Lancos, etc. Bon. Et puis, je rajoute Homo urbanus, je me suis dit, ça va marcher. Pas du tout, ça n'a pas été repris par personne. Mais moi, j'ai poursuivi parce que dans le sous-titre, c'était « Essai sur l'urbanisation du monde et des mœurs ». Et donc, c'est là, mais j'avais pas encore saisi l'expression « urbanisation des mœurs » que je développe dans Mesures et des mesures des villes. Et j'en suis maintenant, évidemment, tout à fait convaincu. Il y a un processus qui passe par l'école, par les catalogues de vente par correspondance, par le congélateur, par les centres commerciaux, tout ça dans les années 60, et puis la voiture, et puis maintenant Internet, la carte bancaire, enfin plein d'éléments qui font que la publicité, tout ça, qui font que maintenant, où qu'on se trouve, nos comportements, c'est-à-dire nos mœurs, nos comportements alimentaires, vestimentaires, sexuels, relationnels, les relations parents-enfants, l'autorité, etc., sont marqués par l'urbain. Donc il y a bien un processus là qui est très très puissant que personne ne contrôle
et que personne n'a vraiment déclenché, et puis ne réoriente. C'est très curieux du reste. Alors, il y a 2 artistes qui ont fait 10 films qu'ils ont appelés Homo Urbanus. Et je les ai rencontrés dans un festival et ils ne savaient pas du tout que j'avais écrit un livre 30 ans avant ayant ce titre, mais ils sont très très gentils. Et donc j'ai regardé ces 10 films qui sont tournés dans différents endroits du monde et ce qui m'a frappé, et eux-mêmes ne l'avaient pas vu, c'est que dans les 10 films, les urbains qui filment, en Chine, à Venise, aux États-Unis, ça, tous ont des tennis. Alors j'aurais pu dire aussi un t-shirt, bon, oui. Mais c'est-à-dire que là, tout d'un coup, la chaussure urbaine, planétaire, et donc c'est c'est aussi donc un rapport au corps, et puis au sport, enfin puis à la publicité, bon, etc. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est la preuve, c'est un élément constitutif de l'urbanisation des mœurs urbaines. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a, si on est un urbain, on n'est pas pieds nus, on n'est plus pieds nus, on n'est pas en tongs, sauf peut-être chez soi, mais on a quelque chose qui est la chaussure standard de l'urbain. Voilà. Donc on voit du coup l'urbain n'est pas juste un lieu, n'est pas juste un temps, mais un processus. Absolument. Et là-dedans... Et une culture. Et une culture, exactement. Une manière de vivre. Il y avait Bernard Charbonneau qui parlait de banlieue totale. Il y a l'urbain généralisé. Enfin, il y a ces termes pour dire que vraiment c'est un processus diffus. Aujourd'hui, sachant que la population urbaine, mais aussi globale, va s'accroître, et en même temps, on a quand même l'hypothèse que c'est à cause de cette urbanocène qu'on dépasse toutes les limites planétaires. Donc on a un peu ce tableau double et on se dit quelque chose ne va pas bien là. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, certainement on a dépassé un seuil critique, on ne sait pas exactement le mesurer, mais par le passé il y a eu beaucoup d'enquêtes qui essayaient de retrouver ce seuil-là. Dans votre livre, vous passez du temps, il y a une dizaine de personnes qui ont fait cette étude-ci. On va en lister quelques-unes. Par exemple, Schumacher, qui dans son livre Small is Beautiful, où il parle d'une taille de 500 000 habitants max. On en a plein d'autres. Quand vous vous plongez dans cette historiographie, comment vous vous prenez pour faire ce travail-ci? Parce que est-ce que ça court les rues, les personnes qui ont... Non, bien sûr, non. Non, ça court pas les rues. Ouais. Et puis, il y en a un certain nombre que je mentionne, mais avec précaution, parce que c'est effectivement une donnée approximative. Je pense évidemment à Thomas More, par exemple. Bon, chronologiquement, je commence par Platon, parce que dans les lois et dans la République, il donne des idées. Du reste, c'est très intéressant. C'est 5040 foyers. Alors, je rentre pas dans la numérologie, c'est excessivement compliqué. Mais bon, 5040 foyers, mettons à 6 personnes par foyer, ça fait 30 000, voilà. Bon. Et ce qui est intéressant chez Platon, c'est qu'il y a une birésidentialisation. On a un habitat rural et un habitat urbain. Bon, donc ça, c'est déjà assez original. Alors, c'est pas très concret, on ne sait pas comment ça s'organiserait précisément, à quel moment il y aurait une migration de l'habitat. Est-ce que c'est pendant l'été? Mais qu'est-ce que c'est que l'été à Athènes au 5e siècle? Bon, vous voyez, c'est des choses. Bon, mais voilà. Donc il y avait quand même cette idée d'un quantitatif. Et puis ensuite, après il y a très peu de choses. Enfin, j'en ai pas trouvé. J'en arrive à Thomas More parce qu'effectivement, d'abord c'est un personnage fabuleux qui a inventé le mot utopie avec son copain Erasme. Il faut quand même ne jamais oublier Erasme, qui joue un rôle essentiel dans la rédaction de ce volume et dans la diffusion de ce volume. Et ce mot utopie, inventé en 1516, Thomas More est avocat d'affaires à ce moment-là. Il représente les merciers de Londres. Il est installé à Anvers. Du reste, les descriptions de la ville qui donnent ces Anvers, enfin, c'est des maisons de pierre et des grandes baies, enfin, pour l'époque, parce que déjà, un grand luxe, des fenêtres avec des verres. Et
c'est pas la codification de Londres, enfin du même moment. Et ensuite, il devient shérif de Londres, enfin le maire de Londres. Et ensuite, il devient premier ministre d'Henri VIII. Mais il ne fait rien. Enfin, toutes ces bonnes idées qu'on trouve dans l'utopie, dans sa vie à lui, dans sa vie de pouvoir, d'homme de pouvoir, ça ne se manifeste pas. Dans l'utopie qu'il décrit en 1516, il n'y a plus d'argent, plus de monnaie, plus de propriété privée, plus de guerriers, parce qu'il n'y a pas de guerre. Bon, donc ouais, on a tout à fait autre chose que ce qui caractérise le règne d'Henri VIII. Et on bosse 6 heures par jour, ou quelque chose comme ça, ouais. Et donc, on est tous, majoritairement, c'est des travaux agricoles. C'est donc un pays agricole, mais tout le monde habite dans une des 54 villes identiques. Alors, pourquoi 54 ? Parce que l'Angleterre de l'époque avait 53 comtés, plus Londres, ce qui faisait 54. En fait, on peut tout décoder, mais bon, je ne vais pas le faire maintenant, de l'œuvre de Thomas More. Et j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai lu attentivement plusieurs fois, pour essayer de trouver, parce qu'il dit jamais, il y a tant d'habitants, et c'est par déduction, j'arrive à peu près à plus de 100 000 habitants dans chacune de ces 54 villes. Mais c'est des bâtiments modestes avec un jardinet, il n'y a pas de serrure, parce qu'il n'y a pas de voleurs, et l'attribution de la maison se fait par tirage au sort pour 10 ans, afin qu'on n'ait pas un esprit de propriété privée. Donc au bout de 10 ans, on change de lieu, et puis il n'y a pas de cuisine, enfin elle est très petite, on ne peut pas vraiment cuisiner, parce qu'on mange dans les restaurants du quartier, les restaurants communautaires, ou comme on pourrait dire aujourd'hui, autogérés, voilà, et où on mange avec une population intergénérationnelle, hein, afin que justement les plus jeunes informent les plus âgés, qui leur enseignent aussi ce qu'ils savent, etc. Donc c'est assez intéressant comme démarche. Et donc c'est des villes peuplées, parce que Thomas More lui-même a habité Anvers, mais ensuite Londres. Il a fait construire sa maison à Chelsea, et il se rendait en bateau de Chelsea à Londres, à son bureau de Premier ministre, chaque jour. Et dans la maison qu'il a fait construire, où il y a, parce qu'il était très très croyant, il y a une chapelle, mais il y a aussi une bibliothèque. Et Holbein, qui est un grand peintre néerlandais, que Thomas More a beaucoup aidé et a introduit dans la cour anglaise pour qu'il ait des clients, a fait un tableau représentant toute la famille de Thomas More, tableau qui a disparu, ou qui n'a peut-être même pas été fait, on ne sait pas trop, mais on a retrouvé des esquisses. Et il y a 10 personnages, dont Thomas More, ses enfants, sa femme, son père encore, qui était vivant. Et sur les 10 personnages, 8 ont un livre à la main. Donc ça montre aussi une approche culturelle. C'est-à-dire que pour Thomas More, la ville, c'est la culture. Et donc, la campagne, il y va pas, enfin ça l'intéresse pas trop. Voilà. Donc on peut même pas, pour cette époque-là, par exemple, par rapport à vos premières remarques sur l'analyse systémique ou le métabolisme, lui, il raisonne pas en termes de ville-campagne, et encore moins de rapport à la nature, qui serait apaisante, qui serait source de rêverie ou de créativité artistique. Non, pas du tout, c'est la ville, quoi. Là, il y a une sorte de parti pris. c'est une utopie urbaine. Et ce qui est amusant, c'est que les utopies qui suivent, qui bien souvent ont lu Thomas More, je pense à Robert Owen, à Étienne Cabet, et puis à Charles Fourier, pour prendre ces trois-là. Alors, les 2 premiers sont partisans de grandes villes, de villes assez peuplées, disons, plutôt comme ça, alors que Charles Fourier, lui, met en place des phalanstères qui sont peuplés par 1620 personnes, puisque c'est un personnage assez curieux c'est même, à mon avis, assez obsessionnel, qui comptabilise les caractéristiques de chacun et de chacune, et donc il a abouti à 810 caractères spécifiquement masculins et 810 caractères spécifiquement féminins. Donc il faut que le phalanstère se nourrisse de cette richesse, donc il faut qu'il soit 1620. Voilà. Bon. Évidemment, ça n'a jamais eu lieu, mais les expérimentations de ces utopies, y compris owenistes aux États-Unis, c'est plutôt des petites communautés. 3-4 000 personnes, quelque chose comme ça. Maximum, ouais. Même pas 200-300, voilà.
et encore c'est qu'à un cas, parce que à un moment donné ça marche plus, enfin bon voilà. Il y en a qu'une qui a fonctionné 80 ans, c'est Oneda, et qui par la suite est même devenue une coopérative, bon mais c'est la seule. Certaines ont duré deux, trois semaines, et d'autres quelques années. Et il y a eu les familistères aussi. Alors, le familistère Godin à Guise, oui, alors ça c'est un peu autre chose. Effectivement, c'est lié à Fourier, mais ça repose sur une économie industrielle qui paye tout. C'est-à-dire que Godin est très talentueux, il dépose des brevets régulièrement. C'est le moment aussi où les gens peuvent s'équiper de casseroles, de marmites, tout ça qu'il fabrique, et puis de poêles évidemment, et de cuisinières et de bon. Donc le poêle Godin est vendu dans le monde entier. On en a trouvé dans des cabanes au Canada, on en a trouvé dans des yourtes en Mongolie. Donc ça circule absolument partout. C'est une multinationale et qui gagne énormément d'argent. Sauf que lui, à la différence des autres patrons, aux yeux desquels il apparaissait comme un peu luberlu, redistribue toute la richesse produite aux salariés. Ce sont des critères différents, parce qu'il y a plusieurs catégories de salariés. Bon, je ne rentre pas là dans le détail, mais la firme va fonctionner jusqu'en mai 68. Donc ça montre que c'est viable, et il a créé un habitat, le familistère à Guise, qui aux yeux de tous les visiteurs était luxueux. Même les bourgeois n'avaient pas l'eau courante, n'avaient pas les toilettes, n'avaient pas le chauffage. Enfin, non, c'était là, faut quand même le reconnaître, c'est un habitat assez privilégié, mais qui concernait que ceux qui avaient entre guillemets la chance de travailler pour André Godin. Une petite parenthèse, là on parle d'utopie urbaine. Ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure on a dit que les villes, c'est la démographie et le pouvoir. Alors que pour Thomas More, il n'y avait pas vraiment cette question de pouvoir, de propriété, etc. Mais ça devait être urbain. Donc il y a cette dissonance peut-être. Oui, mais je pense que ça n'a pas le même sens que pour nous. C'est-à-dire que la notion d'urbanité, par exemple, c'est un terme qu'on ne trouve pas en grec ancien, c'est un terme qu'on trouve chez Cicéron, mais qui ne prend pas vraiment dans les autres langues. Il est introduit en français par Guez de Balzac au XVIIe siècle, qui était un latiniste prestigieux, et l'urbanité, c'est la qualité de politesse et d'accueil de l'autre. C'est-à-dire, quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui vous sert d'interprète de la ville, vous donne le mode d'emploi de la ville. Vous arrivez d'ailleurs, vous êtes un peu mal dégrossi, vous parlez avec un accent, tout ça, et voilà, il est très urbain, donc il va vous éduquer. Et encore aujourd'hui, du reste, quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un d'aimable et d'accueillant, d'hospitalier. Donc c'est une qualité très importante. Mais à l'époque de Thomas More, lui, il parlerait pas d'utopie urbaine. Il la qualifierait pas. D'abord, il qualifie pas d'utopie parce qu'il joue sur les mots. Il y a un sixtin au début donc il y a 6 vers au début anonyme au début de l'utopie en latin, où il dit: est-ce que c'est Utopia ou Utopia? Est-ce que c'est le bon lieu ou est-ce que c'est le sans lieu, le lieu qui n'existe pas? Donc lui-même joue là-dessus. Voilà. Donc on arrive avec Charles Fourier, peut-être que un des exemples les plus marquants, en tout cas dans cette taille idéale ou en tout cas dans cette ville idéale, c'est les cités-jardins ou les Garden Cities de Howard. Ah oui, ça vous avez raison. Alors Howard, c'est intéressant parce que c'est un fils de boutiquier. Il est né en 1850 à Londres, il meurt en 1928. C'est un boutiquier, fils de boutiquier qui, de 15 ans à 21 ans, va exercer des petits boulots de coursier, de gratte-papier dans des banques, des choses comme ça, et qui, à 21 ans, avec deux copains, part aux États-Unis rejoindre un oncle d'Amérique, qui dans le Nebraska cultive. Bon. Et donc ils achètent 160 acres de terre et ils deviennent agriculteurs. Mais on ne devient pas agriculteur comme ça. Et ils produisent pas grand-chose, ça marche pas. Donc il retourne à Chicago, où il va rester 6 ans. Et là, il va apprendre le métier de sténographe. Et il va importer en Angleterre une machine de sténographie, sténotopie plus précisément, et puis il va aussi amener une machine à écrire, la première qui arrivera en Angleterre, et qui va lui-même améliorer, parce qu'il est assez ingénieux, il a
Et donc il va devenir celui qui va saisir tous les discours de la Chambre. Donc c'est un job bien rémunéré, tranquille. Et là, il va pouvoir écrire son livre de 1898 sur une réforme pacifique pour la société, qu'il republiera en 1902 sous le titre « Les cités-jardins pour demain ». Et là, cités-jardins, ça parle plus. Et alors, une des sources de ce livre est un ouvrage d'Édouard Bellamy, publié en 1888 aux États-Unis, qui décrit le monde en l'an 2000. Bon, c'est comme ça qu'il a été traduit en français, l'an 2000. Et donc c'est un jeune gars qui il a du mal à s'endormir, donc il y a quelqu'un qui vient l'endormir, c'est l'hypnose, et qui malheureusement introduit une dose trop forte, et il se réveille un siècle après. Donc il est toujours dans Boston, mais en l'an 2000, et dans la maison où il s'était endormi, et qui est habitée par une famille où la fille a le même prénom et la même joliesse que sa petite amie de l'époque. Enfin bon, donc ça est un peu. Mais c'est un prétexte pour décrire une très grande ville, qui est une ville jardinée, enfin une ville avec des parcs et jardins, une ville où tous les habitants travaillent 20 ans dans l'armée du travail. Il n'y a pas de monnaie, tout le monde a une carte, comme c'est assez amusant, comme une carte bancaire. Et puis on va dans les magasins, les boulangeries, les restaurants. Avec ça, et on paye. Enfin, on paye pas, mais on donne sa carte, et voilà. Et on prend tout ce qu'on veut. Donc c'est assez extraordinaire. On peut écouter aussi l'opéra. Enfin bon, quelque chose qui ressemble à l'opéra, à un téléphone. Enfin bon, bref, c'est un roman d'anticipation, mais à vocation sociale. Du reste, le livre a eu un énorme succès populaire. Et il y a eu un parti politique qui s'appelait le Parti nationaliste, qui essayait de mettre en pratique les intentions du héros de ce roman. Et donc de Bellamy, Édouard Bellamy, et Ebenezer Howard s'en inspire pour la Cité-Jardin. Alors la Cité-Jardin, elle a une autre source d'inspiration, qui est le mouvement coopératif anglais, qui n'a pas vraiment pris en France. Et donc c'est simplement le fait que on peut être tous membres d'une coopérative, on cotise et puis on bénéficie ensuite de prix privilégiés ou de taux d'intérêt particuliers pour emprunter de l'argent, etc. Bon. Et donc lui, il crée une société coopérative, donc les gens mettent de l'argent, mais c'est la coopérative qui achète du foncier, et sur cette énorme parcelle, ils vont construire une ville. Et cette ville s'appelle Cité-Jardin parce que chaque maison est la propriété de quelqu'un, mais pas le terrain. Ce qui fait qu'on ne peut pas spéculer sur le foncier. Donc c'était pour lui la garantie que voilà, tous les espaces verts, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, les champs, les forêts, etc., les jardins, les potagers, les vergers, ne seront pas à un moment donné source de spéculation et bâtis. Mais on va les protéger. Et alors, il commence les travaux en 1903, lui-même va y habiter, et c'est une cité, comme son nom l'indique, jardin, mais qui n'est pas, comment dirais-je, c'est pas une vision nostalgique, pastorale. Non, cette cité-jardin est reliée à la grande ville, en l'occurrence Londres, par un train électrique. Et aussi, c'était son idée, relié à d'autres cités-jardins. Et 5 ou 6 cités-jardins associées entre elles constitueraient la cité sociale, qui elle aurait 58 000 habitants. Et les cités-jardins auraient 32 000 habitants, dont 2 000 habitants qui sont des agriculteurs. Parce qu'il voulait qu'il y ait, alors c'était pas du tout le vocabulaire de l'époque, une autonomie alimentaire et une biodiversité, vous voyez, c'est des vocabulaires qui n'existaient pas, mais il avait pressenti ça, il faut qu'on puisse se nourrir de ce qu'on produit localement. Et alors, il se trouve que j'ai réalisé avec mon ami Gilles Fumet un livre collectif intitulé « Ville vorace, ville frugale », avant de publier Mesures et démesures des villes. Et dans ce livre-là, qui prend des exemples en Italie, aux États-Unis, en Argentine, donc dans des cas de figure
économiquement tout à fait différents, parfois très pauvres, parfois très à l'aise, pour montrer comment des villes pouvaient répondre à la question de l'autonomie alimentaire et de l'agriculture urbaine. Et dans ce livre, j'ai un chapitre rédigé par un expert que je connais, c'est comme ça que j'ai eu la piste, Yves Cabane, qui a travaillé dans des tas de pays du monde, enfin c'est un type absolument remarquable, et qui, pour des raisons que j'ignore, avait eu un contrat d'études avec Letchworth, la première cité-jardin, et avec le maire, Philippe Ross. Et tous les deux ont écrit en 2015 un manifeste pour la cité-jardin du XXIe siècle. Et c'est très intéressant parce que, alors lui, évidemment, ils connaissent très bien l'histoire et puis la vie quotidienne de cette cité. Donc déjà, j'ai appris que beaucoup de parcelles sur lesquelles il y avait des maisons individuelles qui appartenaient à quelqu'un ont pu être achetées à l'époque de Thatcher. Donc il y a eu une privatisation de certains terrains de ce qui appartenait à la coopérative. Donc c'est quand même une entorse qui est quand même un peu triste. Bon, mais le reste est sauvegardé. Et alors il y a moins d'agriculteurs que espéré, mais il y a toujours une production agricole, il y a toujours des vergers qui sont régulièrement replantés, etc., entretenus. Il y a encore de l'élevage bovin. Et donc, leur thèse, en gros, c'est de dire que 30 000 habitants, c'est très bien, qu'il y a une qualité de vie exceptionnelle, parce qu'il y a aussi un paysage qui est agreste, mais en même temps urbain, parce que la ville est à côté, avec les services, les artisanats, etc. Et que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que sans le vouloir, le vocabulaire n'existait pas, c'est devenu une sorte d'écopolis. Donc, leur manifeste, c'est de dire, inspirons-nous des cités-jardins, c'est la bonne taille, avec le bon rapport ville-campagne, pour créer quelque chose de nouveau, qui n'est plus une ville, une campagne, qui n'est pas un quartier, comment on appelle ça, équitable ou je sais plus quoi, qui est un écoquartier. Voilà, un écoquartier, merci, mais qui est un lieu où il fait bon vivre, où il y a une sorte d'osmose entre territorialité et temporalité dont je parlais tout à l'heure. Ici, dans votre livre, il y a un tableau récapitulatif de tous les exercices oui. de cette fameuse taille idéale. Il y a un peu de tout, hein. On passe de 10 000, de quelques, comme on a dit tout à l'heure, de 1620 jusqu'à quelques milliers, jusqu'à quelques millions. Bon, mais le chiffre de 30 000 revient quand même très très souvent, par différentes personnes, dans différents lieux. Donc on voit qu'il y a quand même cet exercice qui converge autour d'un chiffre. Face au diagnostic qu'on a posé avant, et face à cet exercice théorique sur la taille idéale, sachant que l'étoile du Nord est peut-être le 30 000, qu'est-ce qu'on fait demain? C'est-à-dire cette question de la biorégion, où est-ce qu'elle entre dans ce débat? Alors, juste pour les auditeurs, ouais. Bien compléter le tableau, il y a alors c'est 30 000 qui revient le plus fréquemment, et l'autre c'est 500 000. Mm-hmm. Bon. Et en particulier, un chercheur dont j'ai déjà parlé, Paul Béroc, ouais. Qui, alors lui, fait un boulot incroyable, que j'avais lu à l'époque, que j'étais étudiant, et que j'avais un peu oublié, que j'ai relu pour le livre. Et là, j'étais sidéré parce que c'était une époque où il n'y avait pas toutes les données. Il y avait les données statistiques, mais il n'y avait pas les traitements informatiques de ça, donc de modélisation. Et il prend plein de critères. Les déchets, la délinquance, l'amitié, les divorces, les diplômes, tout. Et il arrive, il mixe tous ces trucs-là, et il arrive à 500-600 000 habitants. Voilà, pour lui, c'est au-dessus, c'est pas bon. Alors, pendant ce temps-là, les villes se peuplent. Et là, on a des données maintenant grâce à Habitat 1, 2, 3. Il y avait donc, à partir du début de la révolution industrielle, du productivisme, la première grande ville millionnaire, c'est Londres. En 1800, Londres a 1 million d'habitants. En 1900, donc un siècle plus tard, Londres a 7 millions d'habitants. Je parle de Londres intramuros. Hein. Bon,
pas du Grand Londres, ça viendra plus tard. Et en 1900, il y a 11 villes millionnaires au monde. Bon, alors je saute les trucs. En 1960, il y en a 180. En 2030, il y en aura 750. Donc il y aura 750 villes millionnaires, dont 150 en Chine, avec comme moyenne de ces villes chinoises 6,5 millions d'habitants. Donc c'est considérable. Et pour ceux et celles qui ont vu des reportages ou qui ont été en Chine, comme moi, ils ont cette vision effrayante, enfin à mes yeux effrayante, de démultiplication, enfin d'un régiment de villes au garde à vous, d'immeubles comme ça les mêmes, de 30 à 40 étages ou plus, dans des champs. Et sans traitement de ce qu'on appelle, nous, les espaces publics. Donc c'est absolument un entassement d'une population avec quelque chose qui n'est pas mesuré et qui est votre travail précisément, c'est-à-dire l'air, l'eau, voilà, et puis le bas carbone, enfin, etc., tout ce qu'on veut. Donc c'est effrayant. Et c'est plutôt la tendance dominante. Donc on a cette idée-là. Et on sait par ailleurs que pour les 20 mégalopoles les plus peuplées du monde, 16 sont des ports et vont devoir affronter la question de la montée des eaux. Alors il y a Shanghai bien sûr, mais il y a New York. New York s'en préoccupe depuis une vingtaine d'années. Les maires successifs n'oublient absolument pas ça. Ils font énormément de travaux. On n'en parle pas, c'est pas spectaculaire, bon, mais c'est très important de le savoir. Il y a donc indépendamment qu'ils soient de droite ou de gauche, à un moment donné, ces villes-là, alors peut-être portées par des fonctionnaires mieux informés que d'autres, j'en sais rien, ils disent attention, là on peut pas faire n'importe quoi. L'eau New York est un port, en plus c'est un estuaire, il y a l'Hudson qui est bon. Donc il y a un livre d'un anthropologue que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Kornblum, qui a fait un petit bouquin passionnant sur il visite New York en bateau. Il a un petit voilier, et il dort dedans, et il fait tout un périple de New York pour montrer qu'on peut aller d'un endroit à l'autre en bateau, c'est tout à fait légal. Bon, faut faire attention, bien sûr, parce qu'il y a des ferries, il y a des ceci. Bon, bref, il y a aussi beaucoup de circulation, mais c'est pas de cette idée qu'on a de New York. C'est une ville balnéaire, c'est assez étonnant. Et alors, donc, beaucoup de villes vont être confrontées à cette question qui n'est pas facile à régler, parce que, entre-temps, les villes ont des sous-sols excessivement complexes. On sait par exemple que Shanghai, qui a 7000 gratte-ciel, un gratte-ciel c'est très lourd. 7000 gratte-ciel ont finalement affaissé le sol de plusieurs centimètres, mais le sol en dessous, c'est des canalisations, c'est toute le métro, etc. Donc qui connaissent des fissures, donc tout ça n'est pas du tout à cette échelle-là, c'est quelque chose d'inquiétant évidemment. Donc dans ce contexte-là, quelle est ma position par rapport aux années à venir? Eh bien, je crois que la première, c'est de dire il faut décroître. Il faut décroître ou il ne faut plus croître. Ce serait déjà pas mal que que les fameux 200 nouveaux citadins à l'heure dans le monde aillent s'installer dans des villes plus petites. C'est pour ça que personnellement j'étais pour les 35 000 communes en France. Je pense qu'il ne faut pas les rayer de la carte comme beaucoup de technocrates le souhaitent. Quand Hollande, qui a été président, malheureusement a réduit le nombre de régions en France, de manière totalement arbitraire et sans explication, sans faire un bilan des 24 régions métropolitaines, pour dire on passe à 13, bon, pourquoi pas, mais il aurait fallu le justifier. C'est même bizarre qu'il n'y ait pas eu de revendications régionales plus intenses, il n'y a pas eu de gilet jaune pour ça. Bon. Et donc c'est vraiment une réforme d'en haut, technocratique. Il y avait une seconde réforme qui devait suivre, qui était impulsée par l'Europe, c'est de passer de 35 000 communes à 7 000. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et coup de bol, ça n'a pas pu se faire. Bon. Et moi, je pense que les 35 000 communes, c'est une chance pour une réorganisation territoriale, à condition, toutefois, dans certains cas, de transformer les prérogatives du maire.
Parce qu'effectivement, le maire d'une commune de 134 habitants, ça n'a pas le même sens que le maire de Montpellier ou de Marseille. Mais il a toujours une place dans l'histoire des chaînes écologiques. Il y a des chaînes alimentaires, mais il y a des chaînes urbaines qu'il faudrait inventer. Et là, quelle que soit la taille, on a un rôle à jouer, et avec toute une série de possibilités, d'atouts. Et donc, un de ces atouts, c'est le biorégionalisme. Alors, c'est une notion qui, très curieusement, n'est pas née dans les pays qui ont mis en place un régionalisme assez fort. Je pense à l'Italie ou à l'Allemagne fédérale, quand elles se sont créées. Et puis, en France, le régionalisme est né de la contestation de la centralisation parisienne. Alors, c'est Proudhon, aussi, voilà, pour clarifier les choses, c'est Proudhon, un des premiers qui réclame ça, et donner beaucoup plus de pouvoir aux régions, en gros, c'est pour le dire comme ça. Le mot régionalisme apparaît à la fin du XIXe siècle, en 1893, et puis, en 1911, il y a un livre qui s'appelle Le régionalisme, qui est assez intéressant, puisqu'il donne à connaître, je crois, je me souviens plus, une trentaine ou une quarantaine de découpages de la France en régions. Alors ça va de 7-8 régions à une centaine. Bon, bah. Et ce livre a été lu par Lewis Mulford, qui le mentionne très tôt, et qui lui-même va en 1923 créer une association régionale et non pas biorégionale aux États-Unis pour redécouper les États en régions. Et il prend le mot région parce que un de ses maîtres à penser s'appelle Patrick Guedes, et Patrick Guedes, qui était un ami d'Élisée Reclus, avait lu une étude ou discuté le coup avec son copain sur la région, qui était une idée que Reclus mettait en avant, et donc du coup, il explique qu'une ville est plus qu'une ville, elle s'inscrit dans une région, et donc il faut inventer l'étude régionale. Donc pour ça, il y a le Outlook Tower, enfin bon, je rentre pas dans le détail de Patrick Guedes, c'est un penseur tout à fait majeur, bien sûr, et Guedes s'en inspire, il l'invite même à faire une tournée de conférence en 1923 aux États-Unis, et ce dernier rencontre les amis de Mulford qui créent ce mouvement-là. Mais c'est pas une biorégion, ce sont des régions. Et puis, bien plus tard, sans aucun rapport avec cette histoire-là, il y a ce qu'on a appelé le biorégionalisme californien, qui, autour de la personne, de Peter Berg, mais aussi de Dasman, Raymond Dasman, qui est un biologiste, qui est celui qui a été le premier à parler de biological diversity, et qui a été contracté par la suite en biodiversité. Et le mot date de 1986 aux États-Unis. Donc c'est un terme assez récent, mais qui a tout de suite pris. Et donc, pour ces contestataires californiens, Peter Berg était hippie, appartenant au mouvement des diggers, et du retour à la terre. À un moment donné, quand même, on considère qu'il y a 1 million de jeunes Américains qui se sont installés à la campagne. Donc c'est pas un épiphénomène. Et puis quand on regarde les écrits, les poèmes, les romans, alors il y a l'écoféminisme là, donc il y a évidemment la culture du cannabis, il y a le pacifisme, il y a l'amour libre, mais c'est pas systématique. Donc il y a une diversité de modalités d'installation à la campagne, et il y en a qui encore aujourd'hui, à 95 ans, sont toujours dans leur cabane de l'époque et témoignent du fait que c'était agréable, ils ont bien choisi, ils vieillissent bien parce qu'ils sont en bonne santé et parce qu'ils ont un cadre de vie qui est tout à fait agréable. Et donc, leur théorie du biorégionalisme à eux partait de la géographie, et en particulier du réseau hydraulique. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on appelle les bassins versants. Alors, ils ont fait une théorisation et une cartographie des bassins versants. Alors, un des théoriciens qui est poète aussi, c'est Gary Snyder, qui est quand même quelqu'un de magnifique, qui est toujours vivant, heureusement pour lui. Et puis, il y a Tim Dodge,
qui est aussi un écrivain, un romancier, qui a écrit des textes magnifiques. Et puis il y a Judith Plant, enfin il y a plein d'auteurs comme ça qu'on commence à connaître en France, en particulier Will Project les a publiés, et puis Mathias Rollo les a traduits. Donc tout ça est vraiment excessivement passionnant et intéressant. Mais il ne faudrait pas oublier un autre mouvement biorégional, celui de l'Italie, qui est marqué entre autres, mais c'est pas le seul, enfin c'est celui qui a le plus publié là-dessus, par Alberto Maniaghi. Et Alberto Maniaghi, qui est mort en 2023, est un penseur essentiel, parce que alors lui, il a créé ce qu'on appelle la Société des territorialistes à Florence. Alors le mot biorégion, il l'utilise, mais au tout début, il parlait de projet local. C'est-à-dire que son obsession, c'était d'opposer une mondialisation par le bas à la mondialisation néolibérale par le haut. Bon, donc c'était de dire, on va pas capituler. Et le haut transforme le local, et ben le local va montrer qu'il a ses propres qualités et ses propres références et capacités. Et donc, alors là, il a fait un boulot énorme, qui n'est pas traduit en français, malheureusement. C'est des études monographiques assez statistiques, assez cartographiées, pas très marrantes à lire, sur les Pouilles, sur la Toscane. Mais là, il montre à quel point, là, avec des équipes, il s'intéresse absolument à tout. Les mots de la langue, les formes artistiques, les espèces végétales, celles qui ont disparu récemment, etc. Donc, c'est des études, comment dirais-je, une sorte d'état de chaque territoire, mais dans le moindre détail. C'est vraiment très très riche. Et ces livres prennent un peu de, comment dirais-je, de hauteur pour aller vers des solutions un peu plus universelles. Donc du projet local, il passe à ce qu'il appelle la conscience du lieu et à ce qu'il appelle le territoire comme bien commun. Et donc ça c'est très important, parce que pour lui qui vient du marxisme, c'est une réforme mentale magnifique. Il dit voilà, il faut substituer à la conscience de classe la conscience du lieu. Donc ça c'est déjà un pas en avant considérable, parce que c'est une rupture, mais c'est pas une rupture, comment dirais-je, agressive. Il n'est pas anti-marxiste, mais il dit bah voilà, le marxisme était aussi productiviste. D'une certaine manière, il était pour le développement des forces productives, etc. Et puis, voilà, c'était marqué par la lutte des classes. Et en fait, la conscience de classe, le fait de dire je suis du côté du prolétariat, il dit ça suffit plus maintenant, parce que on est transformé par nos territorialités, précisément. Et donc, lui, il dit il faut avoir une conscience du lieu. Alors ça, je pense que c'est très très fort. En plus, ça ouvre, à mon avis, à une poétique. Mais bon, lui le dit pas comme ça, qui pour moi est salutaire, parce que je ne distingue pas la pensée de la rêverie. Et donc, je ne distingue pas la pensée de la surprise. Alors, la surprise, elle vient par l'art, elle vient par quelque chose qu'on n'attendait pas. Et ce quelque chose qu'on n'attendait pas nous transforme. Et donc ça, pour moi, c'est essentiel. Alors évidemment, le discours technocratique, qui se voudra rationnel, qui à la limite peut à un moment de dire ah ok, la biorégion, pourquoi pas. Alors combien? Oui, c'est ça. Bah, eh ben non, on ne sait pas combien. Quelle est la taille idéale du coup? Voilà, ouais. Ça marche pas comme ça. Ouais. Mais pratiquement, parce qu'il y a eu ces exercices aussi de prospective, que ça soit par l'Institut Momentum, que ça soit par d'autres exercices. Est-ce que c'est pour vous un concept opérationnel? Est-ce que c'est un concept heuristique? Comment vous mobilisez-vous la biorégion? Alors dans mon prochain livre là, qui sort dans quelques jours, L'ami des lieux, le premier chapitre est sur la biorégion. Mais j'essaye pas de me répéter, donc je le dis un peu autrement. J'appelle ça l'espérance biorégionale. Mathias Rollo parle d'horizon biorégional. Voilà, c'est pour montrer que c'est pas quelque chose qui va avoir lieu demain. C'est plutôt une sorte de, moi, le mot espérance me plaît bien. C'est plutôt une sorte d'anticipation, de représentation d'une autre territorialité. C'est-à-dire que dire voilà, l'État-nation c'est fini. Alors ça continue bien sûr, mais en fait c'est fini. Même les grandes villes ne dépendent plus trop de leur État. New York défend pas les États-Unis, New York défend New York. Enfin, c'est une ville-monde, comme disait Saskia Sassen. Donc on est dans autre chose.
les 12 régions, 13 régions n'ont pas de réalité pour les habitants. Enfin, ils sont même embêtés. C'est trop. La région Aquitaine est trop grande. Puis même ça arrive à des absurdités, des rivalités entre grandes villes. Quelle est la capitale de ces régions technocratiques? Bon. Donc du coup, on siège dans différentes villes pour pas leur faire de peine. Donc ça coûte beaucoup d'argent pour. Enfin bref. Donc ça n'a pas de sens. Et donc moi du coup, j'essaie d'expliquer que si on imagine l'Union européenne, ou l'Europe plus précisément, parce que l'Union européenne n'est pas pour moi l'Europe des biorégions, il y en aura peut-être 1500, 2000, voilà, c'est des découpages, et chaque biorégion peut très bien avoir 2-3 grosses villes, une trentaine de villes moyennes, et puis une myriade de petits hameaux, de petites villes, avec des cités-jardins qui entre-temps se sont installés là. Bon voilà. Donc pour moi, c'est un redécoupage territorial, mais qui ne repose pas sur une rationalité quantitative, mais plutôt sur des opportunités géographiques. Et donc ça, c'est à mon avis décisif. Et c'est la phrase d'Alberto qui m'a beaucoup plu dans le principe territoire. Il dit voilà, le territoire résulte d'un acte d'amour entre une population et un site. Donc ce n'est pas un découpage administratif, c'est le résultat de quelque chose qui part des humains. Et ça, je pense que c'est décisif. Trop longtemps, on a accepté le territoire comme l'expression du pouvoir politique. Du reste, c'était le sens du mot, territoire. Et maintenant, on introduit dans la notion de territoire plutôt une dimension éthologique ou écologique, c'est-à-dire que c'est plutôt le lieu propice à la vie. Et la vie d'une espèce animale ou végétale comme des humains n'est pas quelque chose qui est donné par une législation. C'est quelque chose qui est généré par des activités spécifiques. Ce qui fait qu'aucune biorégion ressemblera à l'autre. Mais elles ne seront pas en compétition, elles ne seront pas en rivalité, elles seront en coopération. Alors là, on peut reprendre l'entraide de Pablo Servigne ou de Kropotkin. Mais le livre de Kropotkin sur champ, usine, atelier est très intéressant parce que il est dans la décentralisation et dans l'éparpillement. Moi, l'éparpillement me gêne pas du tout. Alors, souvent, dans les débats publics, je suis attaqué parce que on me dit ah oui, j'avais fait un livre contre les gratte-ciel. On me dit ah mais alors vous êtes pour l'étalement urbain. Pas du tout. J'explique que c'est le même package. Gratte-ciel, autoroute urbaine, étalement urbain et centre commercial, ça fait un ensemble qu'on a vu aux États-Unis, qu'on a vu partout dans le monde du reste, et qui, pour moi, a montré sa faillite. C'est ce que j'ai appelé un désastre urbain dans un autre livre. Donc, ne nous mélangeons pas les pinceaux. La défense de la territorialisation n'est pas la capitulation devant une artificialisation du sol. Là, ça va pas. Moi, j'ai entendu des élus écolos qui étaient pour les gratte-ciel. Donc là, ils sont tout faux, évidemment. Mais ils le font, j'allais dire, presque gentiment. Mais c'est naïf. On peut très bien être à la campagne et réduire la place de l'automobile. C'est pas du tout interdit. Mais c'est parce qu'on pense que la ville se réduit à des bâtiments et pas à des processus. Donc absolument. Ouais. Ce que j'aime bien évidemment dans ce mot mesure également, bon évidemment moi en tant que passionné de métabolisme urbain, c'est la mesure des flux, la mesure des choses, mais aussi c'est être l'ascétisme de se dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est mesuré, quelle est la bonne mesure, comme dirait Aristote, et qu'est-ce qui est de trop, qu'est-ce qui ne va pas. Et peut-être que dans cette question, comme on a dit au tout début, la ville, c'est un peu ce pouvoir, cette démographie. Peut-être que la biorégion serait aussi ces valeurs de la mesure, de qu'est-ce qui est suffisant, et ce territoire, quoi, ou en tout cas ce lieu. Comment on apprend à être ascète, si on veut, dans un territoire donné, ou comment on met ça en place? Bon, d'abord il faut en avoir conscience. C'est pour ça la conscience du lieu, encore une fois. Bon, c'est très important, c'est que, et ça c'est aussi les biorégionalistes américains qui commencent à expliquer que
avant de dessiner une biorégion, il faut déjà se demander d'où vient l'eau qui coule au robinet, depuis quel jour, d'un jour il a plu, quelles sont les espèces de pommes qui sont cultivées ici, quels sont les animaux qu'on peut chasser, etc. Bon, et bien souvent on s'aperçoit que on connaît mal son territoire. Et bon, alors c'est Aldo Léopold qui a cette formule de dire beaucoup trop de gens pensent que ce qu'on mange vient de l'épicerie. Bien sûr que non. Bon, mais bon, voilà. Et alors on sait aussi par le livre sur les villes affamées là, qui est passionnant. On sait que il y a, je crois, 4500 espèces de pommes en Angleterre, mais le consommateur au rayon du supermarché n'en trouve que 6, dont 2 viennent des États-Unis ou du Chili. Bon. Donc là, c'est là où on voit que il faut redécouvrir les qualités de son territoire, qui sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Mais les humains ne vivent pas dans l'homogénéisation. C'est-à-dire que je l'ai vu en écrivant L'amour des lieux. Il y a des gens qui aiment des lieux que moi je trouve pas beaux. Enfin, bon, mais bien sûr, j'admets tout à fait qu'ils s'y trouvent bien eux. Et ça m'est déjà arrivé, du reste. Alors, je ne vous donnerai pas d'exemple, mais si, un peu, des cités anciennement industrielles qui ont périclité. Et puis là, je discutais avec un gars et il me dit « T'as vu comme c'est beau ? T'as vu ces usines comme c'est beau ?» etc. Et alors, bon, je pouvais pas lui dire non. Puis après coup, je me suis dit il a peut-être pas tort. Puis parce que alors ça peut être l'habitude, enfin il y a plein de raisons, mais il y a aussi une poétique du haut-fourneau. Pourquoi pas? Et puis il y avait peut-être des choses que j'ignore, une solidarité entre ouvriers du même quartier, et puis peut-être aussi des bruits, des odeurs, des flux que moi je vois pas, des souvenirs, etc. Bon, donc chaque lieu a comment dirais-je, a tout pour être aimé, voilà. Mais après, évidemment, il faut donner les moyens à cette relation amoureuse de s'établir. Alors, on peut être dans l'abstrait, c'est-à-dire dire ah oui, la région idéale, c'est alors pas de canicule, bien sûr, mais beau temps quand même, pas de gelée, mais quand même des vraies saisons marquées. Bon, oui, mais ça, on n'est plus là-dedans. Donc, il nous faut imaginer justement des biorégions, c'est-à-dire des régions organiques. Le mot biorégion me plaît parce que, mais ça peut être organique, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que on saisit l'être humain comme un organisme, ce qu'on est, qui vieillit, qui périclite, qui malheureusement meurt et se désagrège, etc. Mais de l'autre côté, il y en a d'autres qui le remplacent. Donc moi je pense que la biorégion, elle a cette dimension que l'État-nation n'a pas, c'est cette dimension d'intemporalité. Pour ça, j'y crois, quoi. Quand je conclus les épisodes, évidemment, on demande une suggestion, que ça soit de lecture, d'une initiative ou de quelque chose. La partie bibliographique est déjà, c'est quasi un chapitre entier, la petite promenade bibliographique. On a parlé de plein de livres également. Je ne sais pas si on finit par un livre ou plutôt par un film ou quelque chose pour réfléchir à cette question de mesure et de démesure sur les cités jardins ou sur les biorégions. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous voulez mettre en avant plus qu'une autre? C'est difficile parce que c'est pour ça que j'en mentionne plusieurs, parce que comme j'essaie de saisir ce truc bizarre qui est l'urbanisation et l'urbain ou la ville même, je suis obligé depuis le début que je travaille sur cette question, aussi bien de m'informer auprès de romanciers, d'auteurs de BD. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle Poésie urbaine de Baudelaire à Encore malade, qui m'a appris énormément de choses, parce que je m'étais dit, comment se fait-il que les spécialistes des villes s'intéressent pas au rap et au slam, qui est l'expression musicale et chantée la plus importante au monde,
dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des millions de rappeurs et de rappeuses et de slameurs, et on leur donne pas la place. Alors après, on peut critiquer certains textes qui sont assez médiocres, puis d'autres qui sont absolument magnifiques. Donc c'est ce que j'essaie de faire, montrer qu'il y a une poésie urbaine qui existe et qui, curieusement, c'est d'où le titre de Baudelaire à Encore malade, qui est assez baudelairienne. Donc du coup, ça m'a permis de rectifier la chronologie et de dire non, on n'est pas dans la postmodernité. Enfin, du moins pour ces rappeurs et ces slameuses, on est encore dans la modernité baudelairienne. Alors, du coup, vous répondre me gêne un peu parce que un livre, ce serait plusieurs livres, parce qu'ils se donnent la main. Est-ce que vous avez lu un livre dernièrement, là, par exemple? Ah bah j'en lis tous les jours, mais bah oui, bien sûr, j'en lis tous les jours. Mais je serais tenté de dire que c'est Ivan Illich. Voilà, parce que c'est lui qui a théorisé quand même la loi de la contre-productivité, qui explique que passé un certain seuil, certaines institutions se retournent contre leurs idéaux fondateurs. L'école désapprend, l'hôpital rend malade, les transports nous ralentissent. Bon. Donc je pense que la manière... Alors, quel est son livre? Je dirais c'est La perte d'essence. C'est son dernier recueil d'articles. La perte d'essence, le titre, évidemment, est éloquent. Pourquoi? Parce que tout être humain, pour moi, est situationnel, relationnel et sensoriel. Et le processus d'urbanisation dont on parlait depuis tout à l'heure, eh bien, modifie ces trois qualités de l'être humain. On est situationnel, c'est parce qu'on est situé. On est situé localisé, on est de telle région, où t'es né, voilà, on pose la question. Bon. Après, t'as quoi comme formation? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Bon. Donc, on est situé. Géographiquement, puis ensuite sociologiquement, religieusement, taratata. Bon. Ensuite, on est relationnel parce que nous sommes des êtres de communication. Nous parlons. Ça, c'est Georges Simmel, qui est pour moi un auteur que je fréquente quotidiennement. L'être humain est un être de liaison. Il passe sa vie à se lier, à se délier, à se relier. C'est fatigant, mais ça peut être jouissif. Et puis, dernier point, c'est là où je veux en venir, nous sommes des êtres sensoriels. Et là, l'IA, la big data, etc., nous dématérialise et nous désensorialise. Donc je pense que quand on a conscience de ça, on recherche une géographie qui stimule et exalte nos cinq sens. Et donc pour moi c'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que peut-être que la poésie, lire de la poésie régulièrement, me paraît être une bonne chose. C'était Bachelard qui disait ça. Il disait, faut se laver les dents tous les matins, mais il faut surtout lire un poème. Un grand merci Thierry Pargot. Ben merci. Et un grand merci à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous recommande d'aller voir les épisodes, que ce soit avec Sébastien Marot, avec Guillaume Faburel, Mathias Rollo. On a parlé également de François Jarry. Donc, on a parlé de Saskia Sassen également, on avait fait un épisode à l'époque. Donc n'hésitez pas, baladez-vous et puis faites des liens entre tous ces jours. Merci beaucoup.